Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à notre continent, à l'Afrique. Mais à partir de quelle perspective? À partir de la perspective sécurité, à partir de la perspective menace et à partir de la perspective défi à surmonter. Dans ce sens, le Caire a abrité la 17e réunion du CISA. C'est quoi le CISA? Eh bien, c'est la conférence du Comité des services de renseignement et de sécurité africain, CISA. Les discussions ont porté notamment sur les défis et sur les menaces auxquelles fait face notre continent africain, au niveau du chômage, au niveau de la cybersécurité, au niveau de l'immigration clandestine, au niveau des groupes armés, au niveau des groupes terroristes et au niveau du crime organisé, au niveau de l'impact du coronavirus sur la stabilité et sur la sécurité. Selon les services de renseignement, il s'est avéré que le virus a eu un impact négatif sur la stabilité et la sécurité du continent africain. Ceci aussi, outre les groupes organisés et les crimes organisés, le trafic humain, le trafic de drogue et le trafic d'armes. Aujourd'hui, pour nous donner plus d'éclaircissements, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous mademoiselle Farah Rasmi, qui est chercheuse en violence politique. Farah Rasmi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous, merci de m'avoir. Tout d'abord, c'est quoi le concept ou c'est dans quel sens le fait d'être chercheuse en violence politique tout particulièrement? C'est tout simplement tout acte de terrorisme, de violence au nom de la politique, au nom des partis politiques ou des causes des idéologies politiques. Alors, ça peut être du terrorisme, des guerres civiles, des insurgences, des crimes organisés un peu plus visés vers les causes politiques. Et c'est tout, étudier l'extrémisme. Étudier l'extrémisme. Eh bien, la conférence du CISA, puisque l'Égypte est actuellement, où l'Égypte a été nommée présidente du CISA tout au long d'une année, pour l'année 2022, eh bien, CISA est préoccupé notamment par tout ce qui est menaces et défis du continent africain. Et tous les éléments des défis qui sont représentés par l'immigration clandestine, évidemment, par les groupes armés, le crime organisé, les groupes terroristes, la pauvreté, et tout genre, la cybersécurité aussi, étant donné qu'il y a toujours des recrutements en ligne, et d'autres défis incarnés par l'impact du coronavirus. Tout d'abord, dans quel sens la pandémie a eu un impact négatif sur la sécurité et la stabilité dans le continent? La pandémie avait un grand impact négatif sur le continent parce que les pays qui avaient accès aux vaccins, qui avaient accès aux ressources de traitement, n'étaient pas l'Afrique. C'était pas en Afrique qu'on avait les ressources, c'était dans l'Ouest. Et puis pour y accéder à ces ressources, c'était très difficile. La différence entre l'Est et l'Ouest, l'Afrique et le reste du monde était très très claire dans les 2 années dernières parce qu'on n'avait pas accès aux mêmes ressources que tout le monde. Et on vient d'y avoir accès un peu plus cette année. Mais c'est toujours pas suffisant pour la population africaine qui est tellement large. Et pour envoyer ces ressources, même pour les disperser dans le continent, c'est très difficile d'accéder à tous les endroits où il y a le coronavirus et où il y a des gens qui sont malades. Et la communication, les ressources de transportation ne sont pas toujours valables, quoi. De l'autre côté, le problème avec du coronavirus, de la pandémie, c'était qu'on a oublié un peu les autres problèmes qu'on a dans le continent. On s'était dirigé vers la pandémie, on parle toujours de la pandémie, mais on a oublié qu'il y a des guerres civiles, qu'il y a des... Bon, on n'en parle pas, c'est pas qu'on a oublié, mais on n'en parle pas. Et ça a donné le sentiment à quelques gens ou quelques populations qu'on les a oubliés. Ça a causé plus de problèmes de chômage, de haine, d'agression, parce que les gens veulent être entendus et
Ça n'arrive pas, ça n'arrive plus. L'autre côté, c'est le changement climatique qu'on n'a pas adressé dans les dernières 2 années parce qu'on était en train de voir la pandémie, qu'est-ce qu'on va faire avec la pandémie. On a fermé les pays, on a bloqué les pays, l'exportation et tout ça. Alors, les problèmes du changement climatique, on les a oubliés. Les changements climatiques en Afrique, spécifiquement, c'est une très grande cause des problèmes politiques, de violence politique. Parce que quand on n'a pas à manger, on n'a pas à boire, ça cause des problèmes, ça dirige les gens vers l'extrémisme, vers les guerres. Et la guerre pour les ressources, c'est toujours... les ressources sont toujours un grand problème pour les populations. Alors, si on parle des vaccins, on parle des aliments, de l'eau, il y a un très grand problème dans l'Afrique de ressources. Un des éléments importants un des éléments, si on peut le dire, innovateurs, c'est le recrutement sur ligne, c'est la cybersécurité. C'est un problème et un défi qui progresse au fil des années, au fur et à mesure que la technologie progresse. Dans quelle mesure l'Afrique encourt le risque de la cyberviolence ? Le risque est très très grave en fait, parce que la cyberviolence, c'est pas juste pour le recrutement, c'est aussi pour comment on dit, financial trading, le cryptocurrency et tout ça. Il y a beaucoup de problèmes en termes de financement des crimes organisés ou de l'extrémisme qui sont communiqués vers le cyberactivisme ou le cybercrime ou en ligne. Alors, ce n'est pas juste le recrutement, c'est aussi le côté financier qui est très problématique pour l'Afrique. Tous les j'ai oublié le mot en français. C'est pas grave, si vous voulez le dire en anglais, c'est très bien, pas de problème. Illegal trading, cryptocurrency, ces problèmes-là. Le commerce illégal. Le commerce illégal des animaux en Afrique, c'est un très, très, très grand marché. Et maintenant, ils utilisent l'Internet pour faire ces commerces. Alors, ce n'est pas juste qu'on est en train de recruter les jeunes de l'Afrique, ce qui est un très, très grand problème qu'on a, parce que les jeunes sont toujours en ligne, partout en Afrique, et c'est très facile de recruter en ligne. Il y a l'autre côté financier qui est extrêmement grave et qui vient d'être plus grave il y a 2 mois. En Afrique de l'Est aussi, c'est devenu un très grand problème. Il faut dire qu'au cours de la conférence, le service de renseignement général égyptien a pris la présidence du CISA. C'est une présidence tournante pour l'année 2022, poursuivant ainsi les contributions visant à réaliser l'intégration sécuritaire pour surmonter les risques sécuritaires qui menacent notre continent. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu. Le Caire a accueilli les 12 et 13 décembre la 17e conférence du Comité des services de renseignement et de sécurité africain, le CISA. Au cours de la conférence, le service de renseignement général égyptien a pris la présidence du CISA pour 2022, poursuivant ainsi ses contributions visant à réaliser l'intégration sécuritaire pour surmonter les risques sécuritaires qui menacent les pays africains. Il s'agit de renforcer le rôle du comité face aux différents défis auxquels le continent est confronté, surtout les terrorismes transfrontaliers et multifacettes, ainsi que les pas des pays africains qui visent à réaliser le développement et la prospérité souhaitée, ce qui appelle à intensifier la coordination entre tous les mécanismes continentaux concernés, y compris le CISA. Les pays membres ont souligné leur aspiration à renforcer le rôle du comité sous la présidence égyptienne en tant que mécanisme continental efficace pour soutenir une coordination étroite du renseignement entre les pays africains, ainsi que sa contribution à la mise en place d'un système intégré pour lutter contre les différents défis émergents dans le continent. Un
des éléments abordés durant la conférence, c'était le crime transfrontalier, le voisinage, les défis qui s'opposent aux frontières et qui s'opposent aux autorités de manière à protéger la paix et la sécurité du pays. Et la sécurité du voisinage fait partie de notre sécurité nationale. Quand on parle du voisinage en Afrique, même si certains pays n'ont pas de problème particulier au niveau de la sécurité, ils sont menacés par les frontières. Donc on aimerait plus jeter la lumière sur le fait de la division de l'Afrique en régions. Nous avons l'Est africain, l'Ouest africain. Est-ce que ces groupements constituent quand même des défis différents au niveau de la sécurité transfrontalière ? Oui, bien sûr, parce que chaque endroit, chaque lieu géographique, il y a des défis spécifiques à la région. Il y a des groupes terroristes spécifiques et eux, ils se dispersent dans ces régions-là. Et la division entre les régions géographiques de l'Afrique, ça aide en termes de terminologie, de recherche et tout. Mais en fin de compte, s'ils veulent se déplacer, ils vont se déplacer partout. Mais c'est plus facile de parler de Al-Shabaab dans l'Est de l'Afrique, Boko Haram dans l'Ouest, où les opérations internationales dans l'Ouest sont toujours concentrées ensemble, et puis c'est la même chose dans l'Est ou dans le centre de l'Afrique. Alors les noms sont plutôt pour les discussions stratégiques. Mais en fait, sur la Terre, quand on est en train d'être dans la guerre, il y a des opérations. À la fin, s'ils traversent dans un autre pays, ils vont le faire. Ça ne va pas les arrêter que c'est l'Ouest ou l'Est. Mm-hmm. On parle aussi de l'immigration clandestine. Dans quelle mesure ce problème est flagrant en Afrique? C'est un problème qui était existant au Proche-Orient et en Afrique en général, dans les pays où les jeunes aspirent à une vie meilleure ailleurs. Donc, dans quelle mesure ce problème sévit et est existant? C'est très existant, mais c'est plutôt un problème en termes des populations forcément déplacées. À cause des guerres, à cause du terrorisme, ça c'est plutôt un plus grand problème en Afrique que l'idée de l'immigration clandestine. Bien sûr, on a l'immigration clandestine et ça cause des problèmes dans d'autres pays. En Europe aussi, il y a beaucoup ça encourage le trafic des humains, des hommes partout en Afrique. Mais en fait, le déplacement forcé des populations sur le continent, c'est beaucoup plus problématique que les autres formes d'immigration, parce que ces gens-là veulent rester chez eux, c'est pas leur choix et on n'en parle pas trop. Mais il y a des milliers, des millions de forcément déplacés sur le continent à cause des guerres et des actes terroristes, des attentats, partout dans le continent. Si on veut désigner les problèmes majeurs au niveau de la sécurité en Afrique, quels sont les problèmes majeurs? Enfin, tous les problèmes existent, mais quels sont les risques majeurs qu'encourt le continent africain? Le risque, c'est plutôt dans les idéologies qui maintenant sont transnationales. Les idéologies qui sont au cœur des organisations terroristes, ils sont transnationales. C'est pas juste que je suis égyptien, que je suis en train je veux libérer l'Égypte. C'est plutôt, moi, je veux créer un État islamique dans toute l'Afrique. Cette idée d'idéologie plus grande que les limitations d'un pays, ça a comme résultat que les pays eux-mêmes ne peuvent pas combattre ces risques seuls. On doit travailler ensemble. Et en Afrique, il y a plusieurs pays qui n'ont pas les ressources de combattre ce genre de terrorisme, ce genre de violence qui a beaucoup de financement, qui a beaucoup d'armes très très sophistiquées. Et chaque pays ne peut pas le faire seul. Et quand on est en train de travailler ensemble, il y a toujours les barrières culturelles, les barrières de langage, les barrières de ressources. Un pays peut contribuer plus que l'autre, il y a des problèmes politiques. Et à la fin, c'est ça qui cause beaucoup de problèmes en Afrique, parce qu'on ne peut pas combattre seul, mais aussi on a des problèmes quand on est en train de travailler ensemble.
Durant la conférence, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, s'est adressé par visioconférence au chef du comité des services africains de sécurité et de renseignement CISA. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé par visioconférence au chef du comité des services africains de sécurité et de renseignement dans le cadre de la séance inaugurale de la 17e conférence du comité tenue au Caire. Les détails. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi avait déclaré lors de la 17e réunion du comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique, le CISA, que l'Égypte avait assumé sa présidence pour poursuivre ses contributions à la réalisation de l'intégration de la sécurité, de la coordination et du renforcement des capacités pour aider à surmonter les risques de sécurité qui se dressent face à l'Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné le rôle central du CISA et de toutes les agences africaines de sécurité pour jouer un rôle efficace dans la lutte contre la crise du coronavirus qui est devenue une menace croissante pour la sécurité et la stabilité dans tous les pays africains, en plus du suivi et de la surveillance du reste des défis sécuritaires qui s'imposent au continent, dont les questions d'immigration illégale, de chômage, de cybersécurité et de crimes organisés. El-Sisi a apprécié à cet égard le rôle du comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique face aux différents défis auxquels le continent est confronté, dont principalement le terrorisme transfrontalier sous ses diverses formes, qui contribue à fragmenter les sociétés et à démolir les concepts d'État-nation en faveur de la promotion d'idées extrémistes qui appellent à la haine et entravent tout ce qui fait avancer l'humanité. Ce qui exige d'intensifier la coordination entre tous les mécanismes continentaux concernés, y compris le CISA, pour assécher les sources de financement du terrorisme, assiéger ses activités et protéger les peuples du continent de ces dangers. Le chef de l'État a noté que le succès du système de travail multilatéral sur la société sous l'égide du CISA contribuera directement à servir les objectifs de sécurité régionaux et internationaux, ce qui implique un effort soutenu pour développer les outils d'intégration africaine d'une manière qui répondent aux nombreux défis émergents et non traditionnels. Les défis auxquels le continent africain fait face en matière de sécurité, de violence, de crimes organisés, c'est notre sujet d'aujourd'hui et je m'adresse de nouveau à Farah Rasmi, chercheuse en violence politique. Farah Rasmi, qu'est-ce qui fait que la violence émerge d'une manière aussi accentuée dans certaines régions en particulier et sévisse pour trop longtemps? L'insécurité, c'est dérivé de l'idée de manque. Alors, quand il y a un manque de ressources, un manque de problèmes d'identité, un manque d'argent financier, il y a toujours des problèmes qui se manifestent. En Afrique spécifiquement, il y a beaucoup de problèmes de ressources, il y a d'instabilité politique, il y a beaucoup d'instabilité depuis les années coloniales qui étaient causés par les pays coloniaux. Quand ils étaient dans les pays africains, ils étaient toujours en train de diriger la haine des Africains les uns contre les autres au lieu du pays colonial. C'était toujours genre divide and conquer. En Afrique, c'était le cas en Afrique de l'Ouest, avec les pays du Sahara. C'était le cas même en Égypte. À la base, en Égypte, c'était la même chose. Ils étaient en train de nous faire de nous détester et causer des problèmes dans le pays lui-même pour qu'on puisse oublier le problème colonial. Cela a eu des conséquences sur le continent en gros. Et le problème de ressources, le problème d'éducation a continué à travers les années. Les problèmes de haine
qu'on a dans le continent entre les groupes ethniques, c'est toujours quelque chose qui est très problématique, qu'on ne peut pas régler sans qu'il y ait de justice pour, par exemple, après les génocides, ou sans qu'il y ait des conversations entre les groupes. Mais cela est très difficile quand c'est quelqu'un, le voisin qui vient de tuer un ami ou quelqu'un d'autre. Alors, surmonter ces défis-là, ça devient très très problématique et très difficile parce que c'est dans les émotions des personnes. C'est très difficile de surmonter les émotions et la haine qui arrive à cause de ces atrocités. Mais c'est aussi parce que les problèmes de ressources ne finissent jamais, jusqu'à maintenant. En fait. Alors, c'est ça le plus grand problème dans ces... Et qu'est-ce qui fait que les pays ou des pays étrangers interviennent ? Outre évidemment les forces de protection de la paix, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a des pays qui interviennent justement, on ne va pas revenir en arrière et dire qu'ils étaient la cause, mais finalement, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'ils interviennent et est-ce que cette intervention est fructueuse et positive ou est-ce qu'au contraire, ça intensifie le problème ? Ça dépend de la situation, mais depuis le génocide au Rwanda, il y a toujours l'idée de l'intervention de cause, responsibility to protect, la responsabilité de protéger, qui est beaucoup mentionnée. Alors quand les pays étrangers vont interventionner, ils vont penser d'abord si ils ont la responsabilité éthique d'intervenir. C'est ça la première étape. De l'autre côté, il y a le côté économique. Quand il y a beaucoup d'instabilité dans la région, s'il y a beaucoup de migration à cause de la violence ou des guerres, les autres pays interviennent pour arrêter ces dangers d'arriver à leur pays, d'arriver à leur nation. Ça, c'est une autre cause. En Afrique spécifiquement, par exemple, dans l'Ouest, la France et plusieurs autres pays étaient en train d'intervenir. Il y avait l'opération Barkhane à l'Ouest avec les pays de G5, Mali, Niger, Sénégal, Burkina Faso et Tchad. Et jusqu'à, je pense, à septembre, Barkhane continuait. Mais le président Macron a décidé que c'était plus... il n'y avait pas un impact positif suffisant pour qu'il reste en Afrique. Parce que même avec l'intervention française, c'était très difficile de combattre les militants en Afrique de l'Ouest. Et finalement, est-ce qu'il y a des raisons, enfin parmi les raisons qui font surgir ces violences, il y a tout ce qui est idéologique. Alors, à qui la faute incombe quand on parle d'idéologie ? Quand on parle de pauvreté, quand on parle de trafic, quand on parle de manque de ressources, ça c'est un point. Mais aussi, il y a aussi des violences causées par des raisons idéologiques qui n'ont rien à faire avec tout ce qui est financement et nécessité de base. À qui la faute incombe ? C'est difficile de dire c'est à qui, mais en gros, c'est l'idée d'avoir une raison d'être. Pour la personne d'avoir une raison d'être. Les problèmes idéologiques extrémistes donnent toujours une raison d'être à la personne qui est en train d'y participer. Par exemple, c'est une raison religieuse. C'est parce que je suis en train de combattre pour mon Dieu, pour une cause divine, ou c'est pour une raison économique. Moi maintenant j'aime l'argent, je vais avoir beaucoup d'argent, c'est ça les ressources, je vais avoir beaucoup de ressources dans ce cas-là. Et puis tout simplement, il n'y a pas un autre endroit pour moi. Et aussi il y a l'autre côté qui est causé par le recrutement violent. Aux jeunes par exemple, quand les jeunes sont recrutés, les enfants sont recrutés, c'est très violent. Il y a beaucoup de manières violentes pour les recruter. Et à la fin, quand ils grandissent, ils n'ont pas un autre endroit pour y aller. Alors ils restent. Alors c'est ça, c'est pas toujours idéologique, c'est juste un endroit où ils peuvent appartenir. Mais de l'autre côté, il y a l'idéologie, là, il y a les raisons d'être. Donc c'est pas forcément par conviction, mais c'est échappatoire, c'est-à-dire
c'est un refuge ou une issue? Oui, oui. Vous l'avez dit parfaitement. Ça, c'est une des causes. Ça, c'est vraiment une des causes. Il y a les causes qu'on en parle tout le temps, l'éducation, les ressources et tout. Mais à la fin, c'est un endroit où ils appartiennent. À votre avis, est-ce que la présence de certains prédicateurs qui ne sont pas suffisamment illuminés, si on peut le dire, qui ne sont pas suffisamment formés, est-ce que ceci pourrait poser problème, surtout pour les communautés à l'immigration, dans les pays où ils émigrent? Le prédicateur, c'est vraiment la boussole. À votre avis, est-ce que c'est une des causes? Il y avait beaucoup de théories qui disaient que c'était ça la cause, que c'était prédicateur, mais en fait les recherches viennent de démontrer, beaucoup de recherches récentes viennent de démontrer que il n'y a pas un seul prédicateur qui va dire que cette personne vient de tel environnement, alors c'est un fait accompli, ils vont être terroristes ou extrémistes ou violents. Il y a des gens qui viennent d'environnements très aimables, avec des ressources, avec de l'argent, et à la fin, ils sont recrutés à partir d'une base idéologique. Il y a des gens qui viennent d'environnements très très violents, d'une histoire très violente, ils ont vécu beaucoup d'atrocités, mais à la fin, ils ne veulent plus revoir ça. Alors, les études viennent de clarifier que cette théorie qu'il y a des prédicateurs, c'est pas très valable, et ça a augmenté le problème de contre-terrorisme, comment arrêter le recrutement, parce qu'il n'y a pas une liste ABC qui va déterminer que cette personne doit être terroriste maintenant. À votre avis, est-ce que le concept de réintégration des intégristes, si on peut le dire, je ne vais pas dire les terroristes, mais les personnes ayant été radicalisées et qui veulent retourner à leur pays tout en promettant de ne plus exercer ces activités-là. À votre avis, est-ce que c'est valide? En fait, en Angleterre, maintenant, il y a un très grand programme de réintégration. Et il y en a des cas de succès, il y a des cas qui étaient extrêmement catastrophiques. Alors, la réintégration, à mon avis, c'est très important parce qu'on doit donner d'autres chances à certaines personnes. Mais il y a des règles ou des critères qui vont déterminer si cette personne peut être réintégrée. Et tous ces critères, ils vont avoir toujours des risques. Même avec des ressources les plus développées, les pays les plus développés en Amérique ou en Angleterre, l'idée de réintégration est très difficile. Mais quand même, dans les centres de contre-terrorisme, de recherche de violence et de radicalisation autour du monde, il y a plusieurs personnes qui y travaillent, qui étaient radicalisés et maintenant ils sont déradicalisés. Ils font le meilleur travail qu'on peut voir parce qu'ils ont accès des deux côtés. Ils savent comment communiquer avec les gens qui étaient radicalisés, comment déradicaliser. Alors eux, ils ont le meilleur résultat. Alors dire qu'on ne peut pas les réintégrer, c'est pas vrai parce qu'il y a de la preuve qu'il y a plusieurs personnes qui étaient réintégrées. Mais dire que c'est facile de le faire ou qu'il n'y a pas de risque, ça, c'est pas vrai du tout. L'Égypte a ses voisins et des voisins où il y a les voisins comme la Libye, comme le Soudan. Ce sont des sols sur lesquels quand même des groupes violents existent, des mercenaires, des groupes armés. Et à un moment donné, en Libye, il y avait plus de 1400 groupes armés. De quoi exporter la violence. Si on veut aborder le concept d'exportation de la violence, est-ce que ça existe en tant que théorie? Oui, ça existe parce que c'est à travers l'exportation des idéologies et de la violence qu'on a ce taux de radicalisation de groupes terroristes autour du monde. C'était pas Al-Qaïda ne s'est pas faite dans 2 heures, quoi. Il y avait plusieurs idéologies qui étaient communiquées à travers des groupes islamistes. Ils avaient des origines en Égypte qui se sont communiquées autour du monde. Alors l'exportation des idéologies, c'est carrément vrai. Et puis l'exportation de la violence, ça aussi, on peut le voir partout. Parce que ce qui va causer qu'un petit de 18 ans sur l'Internet en Amérique qui voit quelque chose qui arrive en Syrie,
il va aller et se faire un attentat dans un club en Amérique. C'est ça l'exportation de la violence. C'est à travers l'Internet, à travers la communication en général qu'on exploite la violence. Et ça, c'est pas juste un problème islamiste ou un problème religieux, c'est un problème idéologique et ça se voit dans l'extrême droite, partout maintenant dans l'Ouest. Faire attention à la sécurité de nos voisins, ça fait partie de notre sécurité nationale. C'est un étendu de notre sécurité nationale. Mais par exemple, nos frontières avec la Libye, de par la nature topographique de l'endroit, constituent quand même une certaine difficulté. À votre avis, est-ce qu'avec les nouveaux moyens technologiques, on pourrait quand même contrôler cet afflux de violence ou cette exportation de violence? L'Égypte a fait beaucoup d'efforts à combattre ce problème-là directement et c'est pas facile. On a bien fait dans plusieurs parties, en Sinaï, au sud et même avec la Libye, mais c'est très difficile parce que si on parle de la communication à travers l'Internet, en Libye, par exemple, il y a un très grand problème d'echo chambers. Ce qui veut dire que les personnes qui sont sur l'Internet, ils ouvrent Facebook, il y a 2 ou 3 ressources d'information qu'ils vont utiliser. Pour pouvoir y accéder à ces ressources-là et présenter une autre idéologie ou un autre argument ou d'autres nouvelles, ça c'est extrêmement difficile. Parce que les algorithmes de l'Internet ne permettent pas les opinions différentes d'accéder à nos newsfeeds. À la fin, si nous on aime voir des sports, on va toujours voir des nouvelles des sports. Et c'est ça qui arrive en Libye. Alors l'Égypte est en train d'accéder, d'utiliser la cybersécurité pour se protéger et utiliser la sécurité en général, l'armée et tout. Mais à la fin, c'est extrêmement difficile. Je ne peux pas dire ça un peu plus clairement. C'est très difficile d'y accéder aux gens qui existent dans ces bulles fermées d'informations. Qu'entendez-vous par bulle fermée d'informations? C'est l'algorithme Internet, c'est ça. Parce que quand on n'a pas accès à d'autres opinions, et c'est ça qui arrive partout dans le monde, mais en Libye, c'est particulièrement difficile parce que depuis la guerre, les médias ont tellement changé et les gens qui communiquent à chaque groupe sont toujours les mêmes. Et même s'ils sont en train de mentir et les gens connaissent qu'ils sont en train de mentir, c'est eux les seuls qu'ils vont écouter. Alors c'est ça la bulle. C'est ça la bulle d'information qui est très impénétrable. Et pour convaincre aux adversaires que nous, on n'est pas si violents, que nous, on a de bonnes intentions et tout, c'est très difficile de communiquer quand ils ne nous croient pas. Ou ils ne nous entendent même pas. Ils ne peuvent pas le savoir. Est-ce que les hommes de religion ont un rôle là-dedans? Que ce soit dans tous les hommes de religion, quelle que soit la religion. C'est-à-dire, à votre avis, est-ce que c'est une affaire de service de renseignement uniquement? Évidemment, ça joue un rôle primordial. Ou est-ce qu'il y a un rôle de la part des sociologues, des psychologues et des hommes de religion? Cet effort doit être fait partout, dans tout le secteur. Ce n'est pas juste par les hommes religieux, par les psychologues, par les sociologues, c'est aussi à travers des films, à travers des séries de télévision, à travers les chansons, c'est partout. Communiquer avec les jeunes, qui sont les plus recrutables, communiquer avec les populations en général, ça doit venir de partout. Et les hommes religieux, parce que si on parle d'extrêmes idéologiques religieux, que ce soit islamiste, que ce soit chrétien, que ce soit n'importe quoi, c'est eux les gens que les personnes vulnérables vont écouter. Alors c'est à eux de communiquer la compassion, d'aimer les autres, de ne pas aller aux extrêmes, c'est leur responsabilité. Mais c'est aussi la responsabilité des profs, à l'école, aux universités, permettre la communication, les débats, la présentation d'autres opinions et pouvoir prouver que l'autre opinion n'est pas bien ou qu'il est bien, donner cet espace de communication. C'est aussi la responsabilité des profs, à l'école, aux universités, permettre la communication, les débats, la présentation d'autres opinions et prouver que l'autre opinion n'est pas bien ou qu'il est bien, donner cet espace de communication.
c'est ça qui va changer ce problème idéologique. Si on peut converser, mais si on dit que tu n'as pas le droit de parler de telle chose, et c'est indiscutable, ça donne des armes aux groupes extrémistes d'utiliser contre le gouvernement ou contre la personne qui est en train de dire « tu n'as pas le droit d'y parler ». Parce que ça démontre qu'on est violent, qu'on ne veut pas écouter, qu'on c'est nous le diable. Mais en fait, si on communique, si on explique, si on permet la discussion, ça va prouver qu'on n'a pas peur, on peut discuter, il y a de l'espace pour vous, on ne doit pas vous pousser hors du pays, on ne doit pas vous pousser à l'extrémisme. Quand on parle de la violence politique, à votre avis, est-ce que c'est local, c'est régional ou c'est beaucoup plus grand que cela, c'est beaucoup plus connecté que cela? C'est beaucoup plus connecté. Il y a des études maintenant consacrées à la communication sur les médias sociaux, sur l'Internet, sur Telegram, sur Parler, sur même WhatsApp, ces chambres fermées de communication. Et à travers ces chambres-là, les gens communiquent partout dans le monde. Alors les groupes terroristes ou radicalistes en Indonésie, ils communiquent avec ceux qui sont en Égypte, ils vont communiquer avec ceux qui sont en France, et c'est la même chose au Canada. Ça, c'est avec les islamistes, c'est avec les salafistes, c'est la même chose avec l'extrême droite. Et on peut voir cela à travers l'attentat à Christchurch, à travers les attentats en Amérique, même ici en France. Tous ces attentats-là sont connectés à travers l'Internet. L'attentat à Christchurch, c'était filmé, c'était à travers un petit caméra, et c'était comme un jeu. C'est comme la personne qui était en train d'attaquer les gens, il l'utilisait comme un jeu. Et les gens étaient en train de compter combien de personnes étaient tuées. Alors, la communication à travers l'Internet a fait que ce problème qui était national au début, maintenant est transnational et c'est global. Et en parler différemment, c'est très dangereux. On doit avoir des solutions locales, bien sûr, mais y concentrer juste dans un seul pays, ça ne va pas solver le problème. Maintenant, quand un problème sévit quelque part et qu'il y a une médiation et une intervention, à votre avis, il y a des solutions grâce à cette médiation, ou est-ce que le problème continue de sévir, même s'il n'est pas vraiment propulsé au devant de la scène et mis en avant? En termes de, par exemple, guerre civile ou en termes de... En termes de guerre civile, en termes de terrorisme, en termes de défis? Les opinions diffèrent un peu dans ce cas-là. Il y a des études qui prouvent que les médiations diplomatiques, ils ont eu des succès. Il y a des autres qui disent que les interventions d'autres pays, même si c'est juste diplomatique, c'est pas très, ça va rien faire. Il y avait le cas du Soudan qui était donné comme un exemple dans un des études qui est très très reconnu. Mais en fait, il y a 2 ans après ces médiations, il y avait beaucoup d'autres problèmes. Alors, toute la recherche maintenant n'est plus valable. Les médiations existent pour une raison, parce qu'en fait, ils fonctionnent parfois. Mais si c'est juste la médiation, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'effort de maintenir la paix, ou il n'y a pas l'effort de changer l'économie, d'investir dans l'économie, ça ne va rien changer. C'était ça le cas en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait la médiation, il y avait la guerre est terminée, mais il y avait beaucoup de ressources monétaires qui étaient données par l'Amérique à l'Europe. Alors, ils étaient capables de tout refaire, tout rétablir, les systèmes de l'Union européenne, tous ces trucs-là, ce n'était pas juste de rien. C'est venu parce qu'il y avait du support économique, monétaire de l'Amérique, et il y avait beaucoup de médiation diplomatique, et il y avait beaucoup de ressources. Il y avait des gens qui venaient d'autres pays pour reconstruire les pays. Il y avait les Turcs qui étaient en Allemagne, qui aidaient à reconstruire l'Allemagne. C'est la même chose en France. Alors, si on a les ressources, ça fonctionne.
Farah Rasmi, vous êtes chercheuse en violence politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Évidemment, un des éléments susceptibles de mettre terme à la violence, à la radicalisation, à l'immigration clandestine, c'est celui de favoriser les ressources nécessaires à une vie décente et prospère. Et dans ce sens, le chef de l'État a déclaré que les réalisations en matière de développement en Haute-Égypte sont inédites et reflètent l'intérêt de l'État pour le sud du pays, le sud qui était longtemps marginalisé à un certain moment. Et il faut dire que Sisi a fait cette déclaration lors de l'inauguration d'un nombre de projets de développement en Haute-Égypte. Aussi, le chef de l'État a ajouté que les efforts déployés en 7 ans dépassent de très loin et dépassent de très longues années de travail et de dépenses. Nous vous remercions pour votre attention, vous souhaitons un excellent week-end et vous laissons et vous invitons à suivre ce compte rendu de Perihan Farou. À la prochaine. Lors de l'inauguration du complexe de production d'essence affilié à la compagnie de raffinerie pétrolière d'Assiout, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le plus important défi dont l'Égypte affronte est le changement de la culture de la construction sur les terres agricoles et que les citoyens acceptent la nécessité de déménager dans de nouvelles zones urbaines. Il a également souligné que le transfert de l'eau au désert allait coûter au pays des milliards de livres égyptiennes, alors que l'État a pompé en 7 ans d'environ 1 milliard de livres égyptiennes. Le président el-Sisi a ajouté que l'État travaillait à exploiter chaque goutte d'eau et à appliquer les normes du système sanitaire mondial. À cette occasion, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présenté au président Abdel Fattah el-Sisi un livre documentaire sur les projets de développement exécutés en Égypte, dont les projets en Haute-Égypte inaugurés ce matin. Il a déclaré que le développement réalisé en Haute-Égypte et l'évolution des services vont offrir des opportunités d'emploi réelles, directes et indirectes. Les projets en Haute-Égypte au gouvernorat de Fayoum, Bani Souef, Al-Minya, Assiout, Soheg, Qena et Luxor confirment l'intérêt accordé par la direction politique de développer la région de la Haute-Égypte. Le Premier ministre a ajouté que ces projets de développement s'inscrivent dans le cadre des plans de développement de la Haute-Égypte lancés depuis 2014. En outre, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré via visioconférence d'autres projets de développement en Haute-Égypte, dont la station d'épuration d'eau d'Abou Chanab au Fayoum, la station de drainage à Bani Souef, la deuxième phase de la nouvelle station d'eau d'Abou Korkas et l'hôpital de Samalout à El Minya, l'hôpital de l'hépatite et l'hôpital de l'université des dentistes à Assiout, la station d'eau potable de Deshna à Qena et l'hôpital des enfants à Luxor et d'autres à Soheg. Le président Sisi a enfin entamé un tour d'inspection au complexe de production d'essence d'Assiout.